Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'auditorium du musée d'art et d'histoire du judaïsme. Nous sommes ravis de vous accueillir si nombreux. Donc merci beaucoup d'être là. Il y a un an, ce ne sont pas nous qui sommes allés consulter un psychanalyste, mais deux psychanalystes qui sont venus nous consulter. Donc nous avons eu la visite de Eva Weil et Bernard Chervet, parce que les 100 ans de la Société de psychanalyse de Paris approchaient et ils souhaitaient organiser avec nous un événement. Donc on a accueilli cette demande, cette envie avec enthousiasme, mais quoi faire? Freud et le mage, nous avions déjà consacré en 2018 une exposition, ainsi qu'un cycle de rencontres et d'événements, et notamment, je me permets d'attirer votre attention sur une rencontre qui s'appelait exactement Freud et la psychanalyse face à la montée des périls, rencontre au sein de laquelle Laurence Kahn avait participé et que vous pouvez retrouver sur le site du MAGE et sur le site également Academ. Oui, je ne perds jamais une occasion de faire un petit peu de promotion pour nos événements passés qui demeurent encore accessibles et c'est important. Donc on a réfléchi, on s'est dit de toute manière, même si on a déjà abordé Freud, il faut qu'on revienne sur cette question du rapport de Freud avec son identité juive. Et Eva Weil a été audacieuse et on a dit ok, on y va. On va analyser Freud et on va analyser notamment une citation de lui qui a été citée par Yosef Yerushalmi, dans un texte que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans notre catalogue. Et c'est cette citation qu'on vous a distribuée, enfin en tout cas qui était disponible sur un petit papier à l'entrée de la salle. Donc pour ceux qui ne l'ont pas pris, je vous le donnerai tout à l'heure. Donc nous avons invité 3 psychanalystes pour se prêter à cet exercice d'analyser Freud, ou plutôt de le mettre sur le divan. Donc 3 psychanalystes que je remercie infiniment ce soir de leur présence. Donc merci beaucoup Laurence Kahn d'être avec nous ce soir et nous sommes très heureux et très honorés de vous retrouver sur cette scène. Merci beaucoup Gilbert Diaktikine et merci Eva Weil, donc initiatrice avec Bernard Chervet, vous l'avez compris, qui est le président du comité du centenaire. Donc merci beaucoup à tous, merci à vous. Vous pourrez retrouver donc à l'issue de la rencontre toute une sélection d'ouvrages sur Freud, au cas où vous ne les auriez pas tous. Et donc je vous souhaite une très bonne séance, j'allais dire, une très bonne soirée. Et non, j'en profite parce que je vous regarde et vous êtes magnifiques et vous êtes surtout très nombreux et je ne peux résister à une pulsion qui est de vous inviter, ou plutôt de vous inciter à devenir amis du MAGE. Vraiment, ça nous soutient énormément. C'est un acte très concret et qui nous permet de poursuivre nos missions et notamment une programmation comme on peut proposer ce soir. Et surtout, pour reprendre un bon mot de notre directeur Paul Salmona, ça coûte moins cher qu'une séance et ça dure 1 an. Merci beaucoup. Excellente soirée. Bien. Vous m'entendez? Oui? C'est bon? Bon. Alors, je vais ouvrir ce moment. Bonjour à vous toutes et tous, et puis bienvenue aussi dans ce lieu qui nous inspire particulièrement et qui a été, pour cette soirée, inscrite au programme des activités du centenaire, comme cela vient de vous le dire. Avant tout, je voudrais d'abord remercier le MAGE, et puis évidemment Sophie Andrieux et Joseph Hirsch pour leur accueil et l'intérêt qu'ils ont porté à notre demande dès le début, comme elle l'a dit, avec enthousiasme, donc pour le centenaire de la SPP, et pour aussi cette citation que je leur avais proposée lors de la préparation de notre soirée. En la proposant, j'avais totalement oublié qu'elle datait justement de 1926, donc l'année de fondation de la SPP et l'année des 70 ans de Freud. Donc les pensées latentes nous ont guidés, enfin m'ont guidé en tout cas.
Sophie Andrieux et Joseph Hirsch ont reconnu avec pertinence, un peu différemment de ma lecture du titre est un peu différente de la leur, ils ont reconnu avec pertinence le détour auto-analytique que Freud accomplit régulièrement au cours de son processus de théorisation. Donc c'est pas pour moi Freud en analyse, c'est aussi Freud en analyse, mais c'est Freud qui fait son auto-analyse en écrivant. Et c'est l'aspect qui m'a paru personnellement, enfin en tout cas qui m'avait retenu l'attention. D'où le titre de cette soirée, Freud en analyse, et le double sens que nous venons d'y trouver. Cette citation est en effet extraite d'une allocution de Freud adressée en 1926 au Bene Brit de Vienne, année de la fondation de la SPP, des 70 ans de Freud. L'organisation du Bene Brit a été fondée en 1843 aux USA, et c'est peut-être important d'en dire 2-3 mots, pas beaucoup, pour comprendre un peu mieux aussi certaines allusions de Freud au sein de cette lettre. Calquée, cette organisation, calquée sur les organisations maçonniques après que les loges maçonniques allemandes aient exclu les Juifs. Elle a pour mission d'apporter une entraide humanitaire aux Juifs du monde entier. Pour mieux comprendre cette allocution de Freud, rappelons que le Bene Brit est basé sur 4 valeurs fondamentales du judaïsme: la justice, l'amour fraternel, l'harmonie, la bienfaisance. Les discussions politiques et religieuses sont prohibées au sein de l'organisation. Je n'en dirai pas plus sur l'organisation. Je ne vais pas reprendre l'allocution, mais juste souligner 2 points. Tout d'abord, le premier. Le rôle que le Bene Brit de Vienne a eu dans le travail de théorisation de Freud durant les années de son travail solitaire. Avant d'avoir des élèves et de se trouver engagé dans l'expansion du mouvement psychanalytique, Freud s'est rendu très régulièrement au Bene Brit auquel il adhéra en 1897. Il y donna 21 conférences entre 1997 et 1917 sur ses travaux, mais aussi sur Zola et Anatole France, auteurs qu'il avait appréciés énormément et qu'il lisait lors de son passage en France. Il avait aussi rencontré Anatole France au salon de Madame Charcot. Dans son allocution, Freud remercie les membres du Bene Brit d'avoir eu la bienveillance d'accueillir son transfert sur eux, un transfert de bienveillance dont il avait grandement besoin du fait de sa solitude et du sentiment de ne pas être compris, voire même rejeté. Venons-en à la citation. « Ce qui me liait au judaïsme, ce n'était pas, je me dois de le confesser, la croyance, ni même l'orgueil national, car je fus toujours un incroyant. J'ai été élevé sans religion, quoique non sans respect pour les exigences dites éthiques de la culture humaine. L'exaltation nationale est un sentiment que je me suis efforcé, quand j'y inclinais, de réprimer comme funeste et injuste, effrayé que j'étais, et mis en garde par les exemples des peuples parmi lesquels nous vivons, nous autres juifs. Mais il restait suffisamment d'autres choses qui rendaient irrésistible l'attraction du judaïsme et des juifs, beaucoup d'obscures puissances de sentiments, d'autant plus violentes qu'elles se laissaient moins saisir en des mots, et tout aussi bien la claire conscience de l'identité interne et la quiétude apportée par une même construction animique, entendons psychique. En outre, je me rendis bientôt compte que je devais à ma seule nature juive les 2 propriétés qui m'étaient devenues indispensables sur le difficile chemin de ma vie. C'est parce que j'étais juif que je me trouvais libre de nouveaux préjugés qui en limitaient d'autres dans l'usage de leur intellect, et c'est en tant que juif que je me vis préparé à passer dans l'opposition et à renoncer à une entente avec la majorité compacte. Cette citation ouvre de multiples voies de réflexion. Laurence Kahn, Gilbert Dietkin et Eva Weil vont vous les décliner. Le second point que je veux souligner, avant de les écouter, concerne un point que Freud soulève sans le résoudre, à mon avis, celui de la question d'un élément identitaire commun qui fonde une communauté. L'identité d'un peuple se définit par certaines spécificités de son fonctionnement mental. Celles-ci se transmettent par identification et s'inscrivent dans tout ce qui constitue sa culture, ses langages, ses habitus, ses intimités, ses œuvres. Pour approcher cette identification, Freud suit une démarche auto-analytique centrée sur son identité juive. Il complexifiera cette réflexion plus tard dans l'homme Moïse. Ce soir, nous tenterons
de déployer le paradoxe présent dans cette citation et qui s'applique aussi à l'identité de psychanalyste référé à diverses sociétés de psychanalyse. Un élément spécifique du fonctionnement mental, lequel, intime, sur lequel se fonde une identité groupale qui permet de se démarquer de la majorité compacte et qui s'oppose à un autre fonctionnement dit de masse. J'ai fini mon introduction, je vais présenter les intervenants. Laurence Kahn, que vous connaissez évidemment tous, mais enfin les trois, vous les connaissez tous. Historienne et helléniste, psychologue, psychanalyste membre fondateur de l'Association psychanalytique de France, co-rédactrice de la Nouvelle Revue de Psychanalyse et du Fait de l'Analyse, puis directrice de l'annuel de l'APF, ex-présidente de l'APF 2008-2010, autrice de nombreux articles et livres dont Faire parler le destin, Le psychanalyste apathique et le patient postmoderne, ce que le nazisme a fait à la psychanalyse, l'avenir d'un silence. Gilbert Diatkin. Gilbert Diatkin est psychiatre, psychanalyste, membre formateur honoraire de l'ASPP, ex-président de l'ASPP 93-95. Auteur de nombreux articles et livres, dont les trois plus récents, Le surmoi culturel, aux éditions Fario, Du divan de Freud au processus de l'interprétation, au PUF, Pourquoi des psychanalystes, entretien avec Liuba Rakova-Caron aux éditions Itac. Eva Veil, psychologue, psychanalyste membre de la SPP, chercheur, associée à Paris-Sorbonne, ancienne directrice de la bibliothèque Sigmund Freud, la BSF, de la SPP. Je leur passe la parole et tout de suite à Laurence. Tout d'abord, je veux vous remercier de m'avoir convié à ce débat. C'est un grand honneur, à la fois dans cette circonstance et dans ce lieu. Le titre que j'ai donné à ce travail, titre que j'ai trouvé à l'extrême fin, c'est « Les deux temples », avec comme sous-titre « À propos d'une action conjointe et antagoniste des forces psychiques ». En 1920, citant Ludwig Börne, Freud écrivait « Une honteuse peur de penser nous retient tous. Plus oppressante que la censure des gouvernements est la censure qu'exerce l'opinion publique sur les œuvres de notre esprit. » Ce serait, selon lui, son appartenance au judaïsme qui l'aurait protégé de cette bien-pensance commune, promotrice silencieuse des identifications aliénantes et des interdits de pensée. Un judaïsme, ne cesse-t-il de répéter, qui n'est bâti ni sur une croyance en Dieu, ni sur quelque fierté nationale, mais qu'il rencontre de plein fouet lorsque, jeune bachelier, nous sommes en 1873, il a 17 ans, il entre à l'université et découvre l'antisémitisme dont il est l'objet. Il se le voit alors, écrira-t-il en 1925, mis au banc de la compacte majorité. La désillusion est profonde, mais finalement très féconde. Se tenant désormais dans l'opposition, il y gagne, ce sont ces termes, la préparation à une certaine indépendance de jugement. Mais ce qu'il a alors surtout atteint, ce fut qu'on lui imposa de se considérer comme inférieur du fait, insiste-t-il, de sa race comme on commençait à le dire. Il ne devait pas se sentir Volkszugehörig, appartenant à la collectivité populaire, ajoutant immédiatement qu'il renonça sans regret à cette communauté du peuple, à cette Volksgemeinschaft qu'on lui refusait. Les mots pèsent ici leur poids, car c'est à ma connaissance l'unique occurrence dans les Gesammelte Werke de ce terme Volksgemeinschaft. Un mot martelé jusqu'à la nausée dans Mein Kampf. Le mot qui exprime l'assise première du nazisme, la revendication d'une communauté raciale populaire. À l'inverse, aussi bien dans l'adresse au Mnebrit que dans sa correspondance, et notamment dans la correspondance avec Martha, lorsque Freud envisage la communauté juive, il parle d'une Gemeinde, c'est-à-dire d'une collectivité dans sa dimension locale, non structurée,
au sens où le Shtetl était une Gemeinde. Mais cette Gemeinde est-elle pour autant la source d'une quiétude apportée par une même construction psychique? Quiétude est la traduction, pour le moins problématique, du mot Heimlichkeit retenu par la planche et qui figure dans la présentation d'aujourd'hui. En vérité, ce terme est exploré en détail dans l'inquiétante étrangeté, référant à l'ambiguïté du Heim, à la fois le natal, au sens de Heimat, mais frappé au sceau du secret, le Geheim et le Geheimnis. La Heimlichkeit renvoie donc toujours au caractère secret d'une intimité, traduction retenue par Jacques Le River. Une intimité inquiète, donc, voire inquiétante. Ce n'est pas un détail. Quiétude peut donner à penser que l'appartenance juive serait pour Freud comme un abri. Or, elle est comme un mystère, ce qu'il redit dans la préface à l'édition hébraïque de Totem et Tabou. Si on demandait à cet homme, qui ne comprend pas la langue sacrée, qui est devenu complètement étranger à la religion paternelle, ainsi qu'à toute autre religion, qui ne peut pas partager d'idéaux nationaux, et qui, malgré tout, n'a jamais renié l'appartenance à son peuple, si on lui demandait « Qu'est-ce qu'il y a encore de juif chez toi, si tu as abandonné tous ces caractères communs avec les gens de ton peuple ?» il répondrait « Bien des choses encore, et sans doute le principal. » Mais il serait incapable de décrire avec des mots clairs et précis cet essentiel. Et de fait, Freud ne cesse de parler d'un judaïsme dont l'attrait s'est exercé sous le coup, je le cite, de forces émotionnelles obscures, d'autant plus puissantes qu'elles échappaient à la mise en mots. Il y a longtemps, une remarque de Strachey avait attiré mon attention sur la récurrence d'une expression de Freud, également soulignée par André Betchen, désignant l'action tout à la fois conjointe et antagoniste de forces psychiques. Ce Zusammen oder gegeneinander wirken apparaît dès les premières lignes de l'interprétation du rêve, avec le projet d'élucider l'étrangeté du rêve à partir des forces antagonistes dont il procède. Quand bien même la nature de ces forces se modifie avec l'introduction de la seconde topique et de la pulsion de mort, l'expression demeure telle qu'elle pour dire, je cite Freud, le travail de toute sa vie qui consista à déduire la constitution de l'appareil psychique à partir des forces qui y agissent de manière conjointe et opposée. Dans le discours de réception du prix Goethe, dans Malaise, dans la lettre à Einstein, dans les nouvelles conférences, dans l'abrégé, c'est toujours la même expression. Dans Analyse avec fin et Analyse sans fin, Freud ajoute un supplément. Il embauche Empédocle et la lutte de Philia et Neikos pour dire cette action de rassemblement et de dislocation, de soudure et de désintrication, selon ces termes, qui animent toute vie psychique. Précisons que, pour Empédocle, Neikos, la discorde, n'est pas que destructrice. Elle est tout autant créatrice que Philia, en ce qu'elle évite que tout soit un. Or, précisément, l'appartenance de Freud à la judéité n'est jamais unitaire. Elle est toujours prise dans l'action de forces conjointes et antagonistes, où sa passion pour la Grèce le dispute depuis le premier jour à sa certitude d'appartenir au peuple juif. De ce point de vue, le conflit intrapsychique qu'il décrit dans Psychologie des masses et Analyse du moi, dès lors que nous appartenons à plusieurs foules, race, religion, catégories sociales, etc., ce conflit me paraît la source d'une créativité qui, de Jérusalem à Athènes et d'Oedipe à Moïse, fertilise constamment le parcours freudien. À certains égards,
il en analyse le ressort à l'extrême fin de Psychologie des masses, quand, à l'encontre de l'ivresse de l'accord parfait, il fait le remarquable éloge de la névrose et de sa richesse. Ce sont ses termes. Celle-ci, selon lui, englobe en effet toutes les relations possibles entre le moi et l'objet, celles qui procèdent de la désexualisation et de l'identification à un objet intériorisé, et celles qui émanent de pulsions sexuelles directes refoulées. C'est leur hétérogénéité même qui permet à l'individu d'échapper à la puissance hypnotique du leader ou à la suggestion exercée par chacun sur chacun quand les liens réciproques font le ciment de la masse. Ou, plus exactement, ce sont les pulsions sexuelles refoulées qui garantissent à l'individu la persistance de sa singularité grâce à leur aspiration à une satisfaction directe qui jamais n'abdique. D'où le conflit entre le moi et l'idéal du moi qui barre la route à une homogénéisation pure et simple autour d'un unique objet idéalisé par la masse. En revanche, les pulsions sexuelles indirectes dans le périmètre narcissique, ne parvenant jamais à une pleine décharge comme dans l'amour sensuel, entretiennent, par la voie de la mainmise identificatoire, la menace d'une capitulation de la volonté propre et de l'autonomie intellectuelle. Est-ce à son auto-analyse que Freud doit la description des bienfaits du bigarré, essentiel à l'émancipation, le terme de bigarrure étant également récurrent sous la plume de Freud. Ce qu'il en reste, en tout cas, quand il lui faut élucider son mode d'appartenance au judaïsme, c'est, ainsi qu'il l'écrit à Barbara Lowe, une chose miraculeuse, jusqu'à présent inaccessible à toute analyse. Admettons que le miracle entretient au minimum l'intranquillité. En vérité, il est un défi à la rationalité dont Freud s'est toujours réclamé. Qu'il tente finalement de résoudre ce mystère en faisant appel au néo-lamarckisme d'une transmission phylogénétique des traces, dit combien il lui est difficile d'abandonner ce terrain à une expérience purement subjective. D'autant plus difficile que celle-ci prend place dans l'horizon plus que douteux du Volkstum, car là encore, ce mot, le premier qui ouvre l'homme Moïse, traduit par peuple, est chargé des pires relents. Comme le souligne Jean-Pierre Lefebvre dans sa belle introduction à sa traduction de Moïse, Volkstum est une entité floue qui inclut tradition, sentiment d'appartenance et folklore identitaire d'un peuple ou d'une ethnie. Créé par les nationalistes allemands contre les idéaux cosmopolites de la Révolution française, le mot fut aussitôt recruté par les antisémites. Bien avant qu'Hitler définisse le Volkstum par le sang, le terme tendait déjà à se resserrer sur le vecteur unitaire de l'identité, exerçant sa tyrannie muette contre la diversité bigarrée. En faisant de Moïse, non pas un même, mais un autre, un étranger, un Égyptien, c'est précisément de ce Volkstum que Freud s'apprête à priver le peuple auquel il appartient sans savoir comment il lui appartient. Je crois que c'est à Denise Braunschweig que je dois la compréhension clinique de ce positionnement freudien. Si l'on considère, observait-elle dans son rapport au CPLF, qui n'est de réalité que celle livrée par l'élaboration ou l'interprétation des perceptions, on ne peut que s'étonner qu'il existe si peu de différences individuelles dans l'appréciation de la réalité. En fait, c'est la soumission aux formes consensuelles de la vie d'un groupe qui permet à l'individu de ne pas figurer au nombre des aliénés, où l'on saisit
le poids des identifications collectives et, premièrement, le poids de la réalité définie par leurs premiers représentants, les parents, véritable levier du refoulement. Ce faisant, l'une des menaces qui pèsent sur la cure tiendrait, selon elle, au maintien d'un tel consensus muet. En effet, la sollicitation à l'expansion du ça, engendrée par la situation analytique, est en soi une menace pour le narcissisme. Le moi veut tout d'abord ne rien savoir de la pulsionalité inconsciente et tente de maintenir coûte que coûte ses contre-investissements, ce à quoi concourt la pente transférentielle qui cherche à rétablir avec l'analyste l'usage de bonnes manières, partagées et familières, silencieusement garantes d'une consensualité qui résisterait au désarroi. La projection sur l'analyste d'un fantasme de fusion avec l'idéal du moi organiserait ici la soumission transférentielle. Il me semble que ce développement de Denise Braunschweig rejoint par une autre voie la description freudienne de la capacité du refoulement à endiguer la libération de l'angoisse au prix, écrivait Freud, de lourds sacrifices en liberté personnelle. Ce qui me ramène à ma question. Qu'est-ce qui a permis à Freud de surseoir à cette angoisse et de rompre avec le consensus général? Certes, comme il dit, un état familier aux Juifs qui le prépare à accepter l'isolement auquel condamne l'opposition. Soit. Mais justement, il aurait pu rejoindre la supposée quiétude de sa communauté. Or, en cela comparable à son collègue en incrédulité, Heine, sa hardiesse dans la rupture n'a d'égal que sa fermeté quand il rejoint la troupe de ses compagnons d'incroyance, ceux qui, comme le poète, ont définitivement laissé le ciel aux anges et aux moineaux. On peut attribuer cette opiniâtreté à l'héritage familial d'une appartenance à la Haskalah, mouvement de la Aufklärung hébraïque, qui prit naissance avec Moses Mendelssohn au XVIIIe siècle et dont Marianne Krull a montré les voies par lesquelles le père de Freud, Jacob, était rattaché. La Bible de Philippson, feuilletée dans la petite enfance et offerte par le père pour l'anniversaire des 35 ans, est une Bible de la tolérance contemporaine de l'obtention des droits civiques par les Juifs de l'Empire en 1867. Bilingue, illustrée et commentée en allemand, disons qu'elle n'est pas vraiment cachère. C'est d'une certaine manière cette transmission que Freud revendique quand il s'inscrit au Bnei Brit, association elle-même issue du mouvement libéral réformé. Mais la détermination de Freud est infiniment plus radicale. Sa hardiesse pourrait s'appeler par exemple Shabbat et jambon, quand, en 1884, Martha et Freud, jeunes fiancés, cherchent leur assise sociale et familiale entre la conception rationnelle du monde revendiquée par Freud et la stricte observance religieuse exigée par la mère de Martha, Enim Bernays. Alors qu'un poste de dame de compagnie à Vienne s'offre à Martha, Freud écrit à sa fiancée. Je fais une aparté. Je ne comprends pas pourquoi les 4 volumes des lettres de fiançailles, les Brautbriefe, n'ont pas été traduites en français. Elles ont été publiées par Fischer Verlag. C'est le groupe Risch-Semitis qui a piloté la totalité de la publication. Ça n'est pas traduit, mais c'est une mine. Et on voit tout ce monde vivre. On les voit tous vivre ensemble. C'est absolument extraordinaire. Je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été traduit. Bon, je reprends. Donc, Freud écrit à Martha. Si une telle situation me semble désirable pour toi, donc le poste qui lui ferait quitter Hambourg et la ramènerait à Vienne. Si une telle situation me semble désirable pour toi, ce n'est pas tant pour ta proximité que pour l'occasion qui t'est offerte d'entrer dans un autre cercle social et culturel et de te détacher de la famille et
de ces sanctuaires. Je me moquerai encore souvent de toi, en te rappelant qu'il m'a fallu me battre pour t'imposer le jambon et l'écriture le samedi. À l'époque, cela m'avait un peu agacé. De plus, tu le sais, je n'ai absolument rien en commun avec les tiens, ni en matière de conception de la vie, ni en matière d'appréciation des sentiments et du jugement. Leurs dieux ne sont pas mes dieux, vous remarquerez le pluriel, et je n'aime vraiment pas te voir dans le camp adverse. Et que dire de la description qu'il fait à Martha du mariage de son ami Joseph Panette avec Sophie Schwab, dont Yerushalmi se plaint d'ailleurs amèrement de ne pas disposer du texte. Il a juste les notes de Jones, c'est tout. Une ambiance solennelle et joyeuse, une mariée fort élégante, le beau chant du cantor aux accents émouvants de notre vieille langue maternelle, mais un officiant qui mêla le bon Dieu à tout cela. J'étais terriblement agacée par toute cette barbaraille, écrit Freud, et par le fait que deux personnes honnêtes, au moment même où elles sont vraiment émues et veulent aller plus loin, doivent avaler de force cette hypocrisie religieuse. Comment s'épargner cela, se demande-t-il, en se convertissant pour n'avoir qu'un mariage civil? Plus tard, poursuit-il toujours dans la même lettre, j'eus l'idée salvatrice que nous nous marierions probablement à Wandsbek, c'est-à-dire en Prusse, près de Hambourg, et non à Vienne, où le mariage civil doit précéder le mariage religieux, et que nous pourrions alors nous passer complètement de mariage à l'Église. À l'Église, dans le texte de la lettre, c'est kirchlich, qu'il met évidemment entre guillemets. Je me promis, si j'avais encore à ce moment-là assez de force, de l'imposer, voire de devenir très méchant et de ne plus t'aimer du tout si tu t'obstinais à vouloir un mariage rituel. Et puis, vinrent les doutes. Pourrions-nous encore rester au sein de la communauté juive après un tel refus? Finalement, il s'en remettra au désir de Martha, car ce n'est pas le moment de se séparer de son peuple. Au fond, Yerushalmi trouve une sorte de solution pour sauver Freud en tant que juif, malgré le caractère ulcérant à ses yeux de l'homme Moïse. La catégorie de juif psychologique qu'il emprunte à Philippe Rieff, c'est-à-dire une judéité devenue pratiquement une subjectivité pure, dont l'un des premiers héros est Spinoza et l'un des seconds, Lessing et son Nathan le Sage, auquel Freud se réfère à maintes reprises. Isaac Deutscher, plus draconien, les appelle les juifs non-juifs. Certes, mais le problème réside-t-il dans ces tourments de la subjectivité? Ou bien ne se situe-t-il pas bien davantage dans le fait que ce vécu subjectif contrevient au point de vue scientifique sur la croyance religieuse dont Freud, depuis ses plus jeunes années, ne cesse de se réclamer, ce qui l'a conduit au débat avec Pfister entre l'avenir d'une illusion et l'illusion d'un avenir, à la fermeté de la 35e conférence et évidemment au Moïse et aux constructions dans l'analyse. En entérinant des scotomes entiers de la réalité, tout en demeurant impénétrable à la critique logique, et en permettant le transfert dans le champ de la connaissance d'illusions dont la seule valeur est d'être consolatrice, les religions sont des formations délirantes de l'humanité. Ce n'est donc que selon le modèle de la folie délirante des psychotiques, écrit-il, que l'on peut comprendre la foi qui est accordée à cette activité hallucinatoire collective, religion juive comprise. C'est à cette analyse que Freud se référera à propos des religions dites séculières que sont le bolchevisme et le nazisme, évidemment. Inversement, est-ce parce que le polythéisme des Grecs ne relève en rien de la croyance
au sens de celles sollicitées par les religions monothéistes, que les histoires qu'ils véhiculent sont libres de tout soupçon psychotique. Ce sont des mythes, et leur fonction épique non seulement ne délire pas, ou plus, mais elle organise, selon Freud, la symbolisation structurante du monde et de la vie psychique des individus. Ce sont des fictions qui ont conservé des temps primitifs la capacité de trouver des compromis narratifs donnant accès à la sous-couche inconsciente, meurtre compris, sans que le noyau délirant ne fasse retour, sous la forme, par exemple, de cette ascèse grandiose, celle de ces grands renonçants que sont les Juifs, décrits par lui dans Moïse. Davantage, si l'invention épique parvient à transmuer la réalité et à parachever la possible combinaison de l'individuel et du collectif, c'est parce que, selon lui, le poète, donnant corps au héros, s'offre comme un nouvel idéal du moi grâce à un récit qui transporte l'acte meurtrier dans le domaine de l'imagination. Il réussit, ce faisant, à affranchir la réminiscence des fils de l'action réelle du meurtre. Loin d'incarner l'idéal dans sa propre personne, il œuvre au contraire dans le sens de la désacralisation. Et c'est bien de cette désacralisation que nous parle tant l'histoire des Laptacides que celle des Atrides, ouvrant à la conception d'un droit qui relève d'une assemblée et d'une conception du châtiment qui relève in fine de la fonction laïque des citoyens. En outre, épopée et tragédie, tout comme les histoires de Prométhée et de Méduse, ont l'immense mérite, aux yeux de Freud, de concourir à la légitimation et à l'universalisation des fondements infantiles et sexuels du rêve et du désir. Freud y insiste. La filiation est étroite entre la geste héroïque et la perlaboration de la faute tragique. Mais si ces récits sont si précieux, c'est qu'ils permettent premièrement l'entrée du plus privé dans le champ de la communauté culturelle, participant ainsi à l'obtention de la conviction et à l'éclairement de l'esprit, sans rien concéder à la croyance. Et quand ils montent sur scène, ces mêmes récits nous mettent en contact avec la source incestueuse et meurtrière de l'effroi le plus intime et avec le traitement de cet effroi. Oedipe Roi, les allusions à l'Orestie dans Totem et Tabou, donnent à l'élaboration de la relation entre le crime et le châtiment une matière où, dans la mémoire du jeune Freud qui savait tant de grec, la représentation s'enlace dans les plus subtils démêlés de la langue. La scène fournit un espace où la sensorialité nourrit l'activité de la pensée, où la Sinnlichkeit s'entretisse dans la Geistigkeit. Comme l'écrit Philippe Lacoue-Labarthe, commentant sa traduction de personnages psychopathiques sur la scène, chez Freud, la scène est primitive. Oui, elle l'est dans tous les sens du terme, et c'est très précisément cela que la Grèce offre à Freud. Les moyens de penser la scène analytique en partant de la scène de théâtre, en la déconstruisant, pour réussir in fine à articuler l'arène du rêve, sa Schauplatz, l'arène pulsionnelle du transfert, sa Tummelplatz, avec le montage fort compliqué qui arrime ces lieux psychiques à l'économie intrapsychique. Mais voilà, la vue a plus d'un tour dans son sac. De sorte que lorsque Freud voit l'Acropole pour la première fois, en 1904, l'entrée en force du Parthénon, du vrai Parthénon, avec ses vrais murs, déclenche un moment de stupeur. Certes, voir l'Acropole vous fait vous prendre pour Napoléon au jour de son couronnement, qu'aurait dit Monsieur notre Père. Et la confrontation à la pauvreté du vieux négociant juif remplit les fils d'une piété filiale qui aurait aussi bien pu
sous le coup de la culpabilité, poussé la visite athénienne à l'échec. Mais la transgression que représentait le fait d'être là, le mélange d'émerveillement et d'incrédulité, cette impression d'être étranger à soi-même que décrit Freud, ne signe-t-il pas la façon dont la Heimlichkeit du vieux juif et l'intimité secrète de ses descendants sont littéralement prises en écharpe par l'attraction stupéfiante du temple païen exposé à la vue de tous, comme si soudain ce temple en cachait un autre. Et quel autre? Quand on se remémore la terrible lettre de Freud à Chaim Koffler, écrite en 1930, 6 ans avant la rédaction du trouble de mémoire sur l'Acropole. Après s'être réjoui de la prospérité de l'université hébraïque de Jérusalem et avoir affirmé « Je ne crois pas que la Palestine puisse jamais devenir un État juif, ni que le monde chrétien, comme le monde islamique, puisse un jour être prêt à confier leur lieu saint à la garde des Juifs », après avoir concédé qu'assurément la fondation d'une patrie juive sur un sol moins chargé historiquement aurait moins suscité l'exaltation des masses et la coopération des riches, Freud conclut « Je ne peux éprouver la moindre sympathie pour une piété mal interprétée qui fait d'un morceau de mur d'Hérode une relique nationale et, à cause d'elle, défie les sentiments des habitants du pays. Jugez vous-même si, avec un point de vue aussi critique, je suis la personne qu'il faut pour jouer le rôle de consolateur d'un peuple ébranlé par un espoir injustifié. Oui, 2 temples et une action conjointe et antagoniste de force psychique. Je vous remercie. J'aurais bien aimé discuter directement l'exposé de Laurence, mais j'ai peur que l'organisation du temps dont on dispose ne nous laisse pas beaucoup de temps pour le faire. Donc je vais quand même enchaîner directement sur ce que je voulais vous raconter. Je repars aussi de quelque chose que Laurence a déjà cité, qui est la préface de Freud à l'édition hébraïque de Totem et Tabou. Laurence l'a déjà très bien dit, mais je répète parce que ça pose la question vraiment que Freud se pose, pour moi en tout cas, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être juif? Freud, donc, je le répète, dit « Aucun des lecteurs de ce livre ne saurait se mettre dans les sentiments de l'auteur, qui ne comprend pas la langue sacrée, est devenu totalement étranger à la religion de ses pères, comme à tout autre, ne peut partager des idéaux nationalistes sans avoir pourtant dénié l'appartenance à son peuple, ressent sa spécificité comme juive et ne la souhaite pas autre. Si on lui demande « Qu'y-a-t-il encore de juif en toi, alors que tu as abandonné tout ce que tu avais en commun avec ceux de ton peuple ?» il répondrait « Encore beaucoup de choses, probablement le principal. Mais c'est essentiel, il ne pourrait pas présentement le formuler en termes clairs. Assurément, un jour viendra où cela sera intelligible à l'intelligence scientifique. Mon hypothèse, c'est que la locution au Bénébris contient des éléments pour comprendre en quoi consistait cette spécificité d'être juif pour Freud dans les conditions qu'il dit. Donc, Bernard Charvet a rappelé que Freud a présenté 27 conférences au Bénébris entre 1897 et 1917. Et Freud dit « Je n'ai jamais tenté de convaincre mon auditoire, mais j'ai toujours rencontré chez eux une attention bienveillante. Quand il parle devant eux pour la première fois, il traverse, comme il l'écrit à son ami Wilhelm Fliess, le 4 mai 1896, une période atroce. Il a peu de contacts scientifiques et sa salle d'attente est presque vide. Non, elle n'est pas presque vide, elle est même complètement vide. 15 jours avant, le 21 avril 1896,
il a fait face une fois de plus à l'antisémitisme du milieu médical viennois quand il a présenté une conférence sur l'étiologie des névroses à la Société de neurologie et de psychiatrie. L'accueil a été glacial. Krafft Ebing, qui présentait, a seulement commenté « on dirait un conte de fées ». La conférence de Freud n'a même pas eu droit à un compte-rendu dans la revue de la Société. Dans la même lettre à Fliess, Freud signale à son ami qu'il a parlé de l'interprétation des rêves devant la jeunesse de la bibliothèque judéo-académique. Il s'agit peut-être des Bleimbris. Peut-être parce que Jones, le biographe de Freud, écrit que Freud a parlé à la Bleimbris en 1897, donc un an plus tard. En tout cas, ce que dit Freud, c'est qu'il a trouvé, comme l'a rappelé Laurence, la quiétude auprès des Bleimbris parce qu'il partage avec eux la même construction anémique. Donc, construction anémique, ça veut dire une construction psychique, comme l'a dit Chervet. Et qu'il a une claire conscience de son identité interne avec eux. Cette identité interne ne provient donc pas d'une croyance partagée. Freud a été élevé sans religion, dit-il, et il a toujours été un incroyant. Elle ne provient pas non plus de l'orgueil national, car il se méfie de l'exaltation nationale. Mais être juif le libère de nombreux préjugés qui en limitent d'autres dans l'usage de leur intellect et le prépare à passer dans l'opposition, à renoncer à une entente avec la majorité compacte. Qu'est-ce que ça veut dire majorité compacte et qu'est-ce que ça veut dire construction anémique ? L'allusion à la majorité compacte, d'après les éditeurs des œuvres complètes, c'est quelque chose qui fait allusion à la pièce d'Ibsen, Un ennemi du peuple. Le héros de cette pièce, le docteur Stockmann, a découvert que les eaux de la station thermale dans laquelle il vit sont contaminées. Il croit donc rendre service à l'humanité en proposant les mesures d'hygiène qui s'imposent, mais ces mesures pourraient ruiner la saison touristique. Il se heurte donc à l'opposition de tous et est donc déclaré ennemi du peuple. Au moment où Freud adhère au Bleimbris, Freud a lui aussi découvert une vérité scientifique qui rencontre l'opposition de tous, comme le docteur Stockmann. Mais à la différence de Stockmann, qui n'est plus soutenu à la fin de la pièce que par ses enfants, Freud a trouvé chez les Bleimbris des personnes qui partagent avec lui une même construction anémique. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une même construction anémique ? Je crois qu'il faut se référer à l'article de Freud qui s'appelle « Psychologie des foules et analyse du moi », dans lequel Freud a montré le lien étroit qui unit en effet les deux termes, psychologie des foules et analyse du moi. L'analyse du moi découvre que le moi contient une véritable foule, celle des représentations inconscientes de ceux que nous avons aimés et haïs, ceux à qui nous nous sommes identifiés, à commencer par nos parents. Notre moi inconscient abrite aussi les représentations des identifications inconscientes de nos parents à la génération précédente, et ainsi de suite jusqu'à l'orée de l'humanité. Ces représentations sur plusieurs générations sont liées aux événements historiques vécus par elles. Par exemple, dans le cas des Juifs viennois, leur assimilation progressive au XIXe siècle, puis la montée de l'antisémitisme qui connaît une nouvelle étape en 1897 avec l'élection de Karl Lueger comme maire de Vienne. Freud partageait avec les autres membres de la Bleimbris des représentations liées à ces transformations et donc une même identité interne. Tous les membres de la section viennoise de la Bleimbris différaient les uns des autres, mais ils avaient en commun les expériences vécues en tant que juifs par eux-mêmes et par leurs ascendants. Comme l'a rappelé Bernard Chervet, les Bleimbris s'interdisaient toute discussion politique ou religieuse. On peut supposer que Freud a trouvé chez eux un peu plus qu'une organisation laïque, au sens où nous l'entendons en France. Peut-être y a-t-il trouvé une organisation dont les membres avaient procédé comme lui à une critique radicale de la religion juive, comme de toute religion. Ce refus de la religion rendait les membres de la Bleimbris prêts à recevoir toute idée nouvelle, sans commencer par les réfuter au nom de la religion. Laurence Kahn a montré la vigueur du sentiment anti-religieux chez Freud dès sa jeunesse. Les lettres à Martha qu'elle a citées sont extrêmement impressionnantes. Et le refus de la religion alimente aussi son pessimisme quant au sionisme, comme le montre la lettre qu'elle a également citée à Haim Kofer en 1930.
Le sionisme est voué à l'échec, car ni les musulmans ni les chrétiens ne laisseront jamais leur lieu saint à la garde du sionisme. Les religions monothéistes sont incapables d'un compromis. Trois ans avant de refuser de prendre parti pour les Juifs après le massacre d'Hébron en 1927, auquel cette lettre fait allusion, Freud avait publié L'avenir d'une illusion. Il y montre comment la religion interdit de penser à ce qui fonde les croyances religieuses. L'aphorisme attribué à Tertullien, credo qui a absurdum, je le crois parce que c'est absurde, résume exactement ce qui le scandalise dans la religion. La religion est une véritable amnesia collective, un système délirant comparable à une psychose hallucinatoire. Freud pourra écrire au pasteur Pfister « Je voudrais donner à l'analyste un statut qui n'existe pas encore, le statut de pasteur d'âme séculier, qui n'aurait pas besoin d'être médecin et pas le droit d'être prêtre. » Pfister va avaler ça difficilement. Ce refus de la religion par Freud n'est-il pas lui-même l'expression d'une extrême intolérance ? L'histoire de la psychanalyse est faite d'une succession d'exclusions de dissidents qui n'a rien à envier aux schismes qui ont marqué l'histoire des religions. Le terme choisi par Freud pour désigner les critères d'inclusion des psychanalystes, Schibboleth, est lui-même emprunté au récit d'un des pires massacres collectifs racontés par la Bible, qui en raconte beaucoup. L'histoire du Schibboleth est la suivante. Les Galaadites et les Éphraïmites étaient deux tribus issues de la tribu de Joseph. Autrement dit, ils étaient absolument identiques. Ils ne différaient que sur un point. Pour prononcer le mot qui veut dire épi de blé, en hébreu, les Galaadites disaient Shibboleth, et les Éphraïmites disaient Sibboleth. À l'issue d'une bataille que les avait opposés entre eux, les Galaadites, menés par Jephthé, avaient vaincu les Éphraïmites. Ceux-ci s'étaient enfuis en désordre vers le Jourdain, où Jephthé avait posé des sentinelles pour les arrêter. Mais pour distinguer les Éphraïmites des Galaadites, qui les poursuivaient en désordre, les sentinelles devaient leur demander de dire Shibboleth. Si le prisonnier disait Sibboleth, c'était que c'était un Éphraïmite, et il était donc égorgé. La Bible dit « Il tomba en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm ». 42 000. Freud a défini plusieurs Shibboleth pour dire qui est psychanalyste et qui ne l'est pas. La reconnaissance des pulsions sexuelles, la résistance, le transfert, la théorie du rêve, la sexualité, l'inconscient, la résistance, le complexe d'Édipe. Dans différents articles, il donne différents Shibboleth. Mais pas plus qu'il n'a exclu le pasteur Pfister parce qu'il était croyant et parce qu'il était prêtre, pas plus il n'a jamais exclu personne parce qu'il ne respectait pas un Shibboleth. Je suis au contraire extrêmement étonné par la tolérance de Freud aux idées nouvelles. Il a une patience que j'aimerais bien avoir par rapport aux idées que je ne connais pas. Par exemple, quand en 1906, Alfred Adler présente à une soirée psychanalytique du mercredi sa théorie nouvelle que les névroses sont dues non pas à des conflits entre les pulsions sexuelles et le moi, mais à un excès d'agressivité en rapport avec l'infériorité d'un organe, évidente ou invisible, Freud trouve cette théorie extrêmement intéressante. Il apporte des exemples cliniques qui vont dans le sens d'Adler. Freud conserve la même ouverture envers Adler quand celui-ci développe sa thèse dans d'autres conférences, en mars 1907, puis en janvier 1908. Ce n'est qu'en juin 1908 que Freud exprime son désaccord, et il le fait sur une base rationnelle par une discussion détaillée. Freud aurait pu exclure Adler dès son premier exposé, puisqu'il renonçait au rôle des pulsions sexuelles qui sont censées être un Shibboleth pour la psychanalyse. Il en était de même avec Jung et avec Rank et Ferenczi. Freud les a écoutés très longuement. Dans le cas de Rank et Ferenczi, il interrogeait tous les analystes pour savoir si leur pratique confirmait l'hypothèse du traumatisme de la naissance. Et puis, il les a réfutés rationnellement. Freud a employé des Shibboleth pour admettre des nouveaux venus dans la communauté psychanalytique, mais jamais pour les exclure. Et surtout, Freud a la même attitude par rapport à ses propres idées. Par exemple, quand il introduit la notion nouvelle des pulsions de mort, au-delà du principe de plaisir, il écrit « Ce qui suit est une spéculation qui remonte souvent bien loin et que chacun, selon ses dispositions personnelles, prendra ou non en considération. C'est aussi une tentative pour exploiter de façon conséquente une idée
avec la curiosité de savoir où elle mène. Et Freud a adopté la même attitude ouverte envers ses propres idées, c'est-à-dire en n'étant pas arrêté par les premières objections, quand il écrit Moïse et le monothéisme, qu'il appelle un roman historique. Le 16 septembre 1934, Freud écrit à Arnold Zweig qu'il a trouvé une réponse à la question de savoir comment le juif est devenu ce qu'il est. Il a trouvé la formule « Moïse a créé le juif » et donné pour titre à son travail « L'homme Moïse, un roman historique ». Il hésite à publier ce texte par crainte de la réaction des catholiques qui, en Italie, ont déjà interdit la publication de la revue italienne de psychanalyse. Freud ne veut pas risquer une telle interdiction du groupe viennois. De plus, son travail ne lui plaît pas assez. Ce n'est donc pas la bonne occasion pour un martyr, dit-il. Fin provisoire. Fin provisoire en effet, mais exemple de la nécessité pour Freud d'être protégé de la religion pour pouvoir penser. En Autriche, à cette époque, le catholicisme du chancelier Dollfuss est une dictature antisémite. Mais aussi exemple de la façon dont Freud suit ses idées, même si elles lui déplaisent. Le 6 novembre 1934, il écrit à Zweig que le risque de réaction du pouvoir à la publication de Moïse n'est pas le plus grave. Le plus grave est le fait que le roman historique ne résiste pas à ma propre critique. Freud finira par terminer de rédiger Moïse et le monothéisme juste avant de mourir, une fois sauvé des nazis et réfugié à Londres. Le livre est bien un roman, car il soutient 3 thèses dont la vérité matérielle est insoutenable. La première, c'est que Moïse n'était pas juif, mais égyptien. Le point de départ de l'idée est avéré. Il y a bien eu un premier épisode de monothéisme en Égypte, à l'époque du pharaon Akhenaton, au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Mais, donc pour Freud, Moïse serait un Égyptien de haut rang, disciple d'Akhenaton. Après le rétablissement du polythéisme en Égypte, il aurait voulu sauver la religion d'Akhenaton en y convertissant des tribus sémitiques. Mais les textes égyptiens ne mentionnent jamais les Hébreux et la Bible ne dit jamais rien d'Akhenaton. Deuxième idée qui ne tient pas debout aussi, le Moïse de la Bible condenserait 2 figures distinctes. Le fils de la princesse égyptienne du début de l'histoire se retrouve un simple berger de la bourgade perdue de Madiane. Freud s'appuie sur les travaux d'un certain Edward Meyer, mais Meyer n'apporte rien à son idée que Moïse était égyptien. Et troisième idée, la plus scandaleuse de toutes, Moïse aurait été assassiné par les Juifs. Le Moïse égyptien aurait été tué par les Juifs et la religion d'Aton qu'il avait introduite d'abord abandonnée au profit de la religion de Yahvé, un dieu des volcans beaucoup plus primitif. Au bout de 2 générations, le monothéisme et l'enseignement du Moïse égyptien auraient fait retour et transformé le culte de Yahvé. L'hypothèse du meurtre de Moïse reposait sur une hypothèse du théologien Ernst Céline. Elle permettait à Freud de conserver l'idée que le Moïse de la Bible condensait 2 personnes différentes. Malheureusement, comme l'a montré Yerushalmi, l'hypothèse de Céline est absurde. Alors, je crois quand même qu'on peut appliquer au texte, au roman historique de Freud, ce que Freud dit lui-même sur la religion. Le livre, Freud dit que la religion ne contient pas d'une vérité matérielle, mais qu'on peut trouver en elle une vérité historique, à condition d'opérer une certaine déformation que cette vérité a subie lors de son retour. De même, à mon avis, Moïse et le monothéisme contient pour nous peut-être 2 vérités historiques. La première, c'est que les Juifs n'ont pas tué Moïse, mais que les Juifs assimilés, les membres du Bnei Bris auxquels Freud s'identifie, ont tué leurs croyances religieuses. Et deuxième vérité historique, la figure biblique de Moïse ne résulte pas de la fusion de 2 personnages distincts, mais chaque progrès de la civilisation nécessite que nous mettions à mort des grands hommes qui nous empêchaient de prendre conscience de l'existence d'une barbarie, comme l'esclavage, la peine de mort, le colonialisme ou l'exploitation sexuelle des pauvres. Tout ce qui nous paraît aujourd'hui comme des monstruosités paraissait aller de soi parce que était garanti par des grands hommes auxquels nous faisions confiance. Il a fallu que nous puissions déconstruire, mettre à mort ces grands hommes pour écouter la parole d'autres personnes importantes, d'autres prophètes
qui avaient dénoncé depuis longtemps ces monstruosités. Par exemple, Victor Hugo avait dénoncé la peine de mort bien avant qu'elle ne soit abolie en France. De même, Tolstoï avait dénoncé l'exploitation sexuelle des travailleurs dans l'insurrection bien avant qu'on commence à parler de tout ça aujourd'hui. Alors, à mon avis, un juif dégagé de la religion et du sionisme ne se distingue en rien d'un autre Européen affranchi d'une autre religion ou de coutumes différentes. Mais les uns et les autres diffèrent par les traces mnésiques inconscientes des meurtres des grands hommes qu'ils ont dû commettre ou que leurs ancêtres ont dû commettre pour s'affranchir de la religion et de ses coutumes. Je vous remercie. Ça marche. Alors, moi, j'interviens en dernier. Et cette position de discutante, puisque je vais revenir, et je m'en excuse à l'avance, sur des citations et des passages qui ont déjà été présentés par Bernard, Laurence et Gilbert, peut-être que revenir sur des mots, des thèmes, avec une lecture peut-être différente, au moins légèrement différente, peut permettre d'autres associations, et au moins, enfin du moins je l'espère. Donc je vous demande une certaine indulgence puisque je vais revenir sur des citations. Donc mon texte est intitulé « Transmission, héritage, filiation ». Freud est juif, sans équivoque pour l'état civil, car il est né de père et de mère juifs. Il affirme cette appartenance dans les documents présentés ce soir, sans parvenir, comme il l'écrit lui-même, à la qualifier pleinement. Il commence d'ailleurs par une négation. Je cite : « Ce qui me rattachait au judaïsme, ce n'était pas la foi ni l'orgueil national, Laurence et Gilbert l'ont rappelé, et il poursuit, mais il restait assez de choses propres à rendre irrésistible l'attrait du judaïsme et des juifs, beaucoup de choses obscures, de forces affectives, d'autant plus puissantes qu'elles se laissent moins saisir par des mots, et puis aussi la claire conscience d'une identité intérieure. Ne pas se laisser saisir par les mots, voilà qui interpelle, alors que la talking cure, ou cure par la parole, terme forgé par un Nao, a perduré comme définition du traitement psychanalytique depuis les études sur l'hystérie en 1895. Ce terme place précisément la parole et les mots au cœur de ce dispositif. Freud est né et a grandi dans une famille où les traditions et la culture juive étaient très présentes. Et je n'entrerai pas ici ce soir dans une définition plus précise de ces termes, en particulier du terme culture, qui a fait l'objet de multiples exégèses. On sait par ailleurs l'importance que la psychanalyse accorde à l'environnement familial précoce dans la formation du psychisme. La connaissance qu'avait Freud de la Bible, de la langue hébraïque et des rituels juifs a suffisamment été documentée pour que je n'y revienne pas. De même que les affirmations répétées à sa fiancée Martha, descendante d'une lignée de rabbins et fille d'un foyer de stricte observance religieuse. Je sais que Laurence a dit qu'il ne connaissait, a cité qu'il ne connaissait pas la langue sacrée. Toi aussi, Gilbert, tu l'as cité, mais peut-être nous reviendrons sur ces données. Tout au long des 4 années de fiançailles avec Martha et d'une correspondance de plusieurs centaines de lettres qui, effectivement, n'ont pas été traduites, Freud exprime régulièrement à sa fiancée sa détermination à ne pas observer ces mêmes règles dans leur futur foyer. Il lui arrive même de se fâcher, Laurence l'a cité, et d'imaginer qu'il pourrait lui retirer son amour si elle ne le suivait pas dans ses interdictions. Jambon, Shabbat, etc. Parents et fiancés sont donc juifs, de plus ou moins stricte observance. La question de leur descendance ne s'est pas posée là, et c'est une autre descendance que j'aborderai ce soir. Naissance, appartenance, identité culturelle familiale, savoir savant, et je ne sais quoi d'indéfinissable, heimlich et unheimlich, se mêlent sans se démêler dans des identifications paradoxales, voire contradictoires,
que mes collègues vous ont exposé avec finesse et érudition tout de suite. De ce point de vue, nous a informé Laurence, le conflit intrapsychique que Freud décrit dans Psychologie des masses et analyse du moi, dès lors que nous appartenons à plusieurs foules, et on cite race, religion, catégorie sociale, entre autres, ce conflit pourrait être la source d'une créativité qui, de Jérusalem à Athènes, d'Oedipe à Moïse, fertilise et remanie constamment le parcours freudien. Effectivement. Freud est ainsi porteur d'une foule d'identifications. L'égyptien, le grec, le viennois, le médecin bourgeois, le mittel-européen, néologisme que je m'autorise, et peut-être même le Moïse des dernières années. Ce Freud a inlassablement traqué l'universel en lui et chez les autres, à travers de nombreux obstacles. Et cette quête l'a conduit à inventer une science qualifiée de juive par les nazis, mais aussi par les opposants de la Vienne antisémite du siècle dernier, et pas seulement par ces antisémites-là, et c'est à déplorer. Cette science, même si sa qualification de science est régulièrement réinterrogée, sera transmise par Freud à ses élèves, qu'ils soient juifs ou non. Il choisira même à un moment décisif un élève très estimé, très aimé, porteur d'un grand avenir, Carl Gustav Jung, non juif, pour présider l'Association psychanalytique internationale afin de protéger celle-ci et sa méthode des attaques antisémites que Freud a connues et qu'il anticipe avec clairvoyance. Pour préserver donc la psychanalyse de ces attaques, rejets, exclusions, Freud fait appel à Jung, le protestant, l'arien, et s'en explique auprès de ses autres élèves. On sait ce que sont devenus tous ces dispositifs de protection et comment ils ont échoué, tragiquement, individuellement et collectivement, dans l'Autriche, l'Allemagne et toute l'Europe de ces années-là. Grâce à la détermination et aux efforts d'une princesse, non pas égyptienne, mais grecque par mariage avec un prince grec, Marie Bonaparte, Freud put quitter Vienne en 1938 et échapper ainsi au nazisme qui assassina des millions de juifs, parmi lesquels ses propres sœurs. Mais revenons aux descendants de Freud. Je cite, « L'histoire a fait de la psychanalyse une science juive, entre guillemets, écrit Yerushalmi dans le Moïse de Freud. Est-il permis de penser que cette généalogie, inscrite dans l'histoire, avec un grand H bien sûr, induirait aujourd'hui encore des effets noués à sa création, à sa méthode, à ses concepts et à l'identité de son inventeur. Les traces de la psychologie collective, en particulier, dans les formations de l'inconscient des psychanalystes, pourraient-elles échapper à cette histoire ? Quelle que soit son obédience, là où le psychanalyste, selon sa formation, son divan, sa langue, ses idiomes et son appartenance institutionnelle, est héritier du legs freudien, à partager, comme tout legs, avec les autres descendants, légitimes et illégitimes. Et je reposerai ici avec ironie le slogan de mai 68, « Nous sommes tous des psychanalystes juifs allemands, le sommes-nous ». Mais plus sérieusement, la psychanalyse devrait-elle quelque chose au judaïsme ? Y aurait-il eu transmission de ses origines, transformée, remaniée, certes, mais néanmoins présente, sous une forme pour le moins contrastée, une transmission dont il faudrait soit s'acquitter, soit se distancier, soit un troisième terme. En ce sens, l'antisémitisme qui l'a accompagné dès son origine ne s'y serait pas trompé. Des collègues et des historiens, et nous avons déjà tous mentionné le plus connu d'entre eux, Yerushalmi, ont avancé que le judaïsme de Freud l'avait sensibilisé très jeune à l'équivocité et la polysémie du langage, ce qui le mettrait plus tard sur la voie du sens inconscient caché dans les mots. Les méthodes d'interprétation de la Bible et des talmudistes pourraient être comparées à celles qu'utilise Freud pour interpréter les mots d'esprit, les rêves, les actes manqués, et cette similitude apparaît de façon singulière. Même si nous ne savons pas avec certitude si Freud a jamais ouvert un traité du Talmud en hébreu ou en araméen, nous savons qu'il connaissait bien la Bible, dont il cite des fragments peu connus, et dans le texte. Et je ne reviens pas ce soir sur l'épisode déjà présenté, bien connu, de la Bible de Philippson,
qui lui a été offerte pour ses 35 ans par son père, avec une dédicace en hébreu qu'on peut imaginer, il devrait lire. La structure même de l'hébreu, langue qui s'écrit sans voyelle, fondamentalement polysémique, et qui contraint à interpréter, aurait-elle induit une manière de lire les signes comme des traces à déchiffrer, plutôt que comme des messages transparents? La méthode associative talmudique et celle du Midrash, partant d'un mot, d'une lettre, d'une anomalie textuelle, pour laisser se déployer les associations, aurait-elle un lien avec l'association libre freudienne? Les discussions sur les rêves dans le Talmud et leur interprétation, toujours complexe, auraient-elles irrigué l'interprétation des rêves, rédigée après la mort de son père? Je cite les contenus. Non, je cite pas encore. Les discussions, les contenus mnésiques des ancêtres, ça c'est moi, remaniés, éparpillés et rebattus comme dans un jeu de cartes, n'auraient-ils pas été soumis à l'oubli et au refoulement dans les archives psychiques de l'inconscient? Karl Abraham, élève de Freud, lui écrivit: le mode de pensée talmudique ne peut tout de même pas nous avoir subitement quittés. Adressé par un juif éclairé à un autre juif athée, d'ailleurs on pourrait appliquer les deux qualificatifs aux deux juifs, ces mots signalent que les fondateurs de la psychanalyse étaient eux-mêmes conscients, à demi-mot, toujours les mots, de porter en eux une manière de penser héritée du Talmud, sans pouvoir la nommer ni en mesurer l'étendue. Le mouvement psychanalytique naissant est en grande partie composé de juifs, viennois, berlinois, budapestois, descendants de l'Aufklärung et de la Haskalah, comme vous l'avez souligné tous les deux. Ces hommes, peu de femmes à l'époque, même si elles n'en sont pas absentes, partagent un même espace psychique, talmudique, historicisé certes, mais transformé, déplacé et peut-être même refoulé. Laurence nous a brillamment présenté les deux temples, et l'on peut imaginer, en tout cas je me suis permis d'imaginer, que le Bnei Brit, cette franc-maçonnerie juive, aurait construit une sorte de troisième temple, dépouillé du service divin cette fois-ci, et érigé en réaction à l'interdiction faite aux Juifs d'accéder à la franc-maçonnerie ordinaire aux États-Unis puis en Allemagne. Rupture et continuité peuvent alors se nouer sans se dénouer, et Gilbert Yadkin nous a exposé avec talent pourquoi et comment Freud s'est rapproché de cette association plutôt que de se fondre dans sa propre communauté, le Shtetl, la Gemeinde. La pensée talmudique opérerait chez Freud et ses collègues du Bnei Brit, comme l'inconscient opère chez l'individu, à son insu, structurant et déstructurant ses associations, informant ses intuitions, sans se montrer directement, comme une transmission à interpréter. Ce que Freud a pu accomplir en partie à partir de son auto-analyse qui nous réunit ici ce soir. Et dans une lettre au pasteur Pfister en 1918, il s'interroge: pourquoi la psychanalyse n'a-t-elle pas été créée par un de ces hommes pieux? Pourquoi a-t-on attendu un juif sans Dieu? Un juif sans Dieu, la formule freudienne est précise, percutante, et elle s'est imposée. Serait-ce un héritage archaïque transmis? Et là je cite Freud: l'héritage archaïque n'englobe pas seulement des dispositions, mais aussi des contenus, des traces mnésiques relatives au vécu des générations antérieures, des traces mnésiques relatives à ce qui a été vécu par les ancêtres, indépendamment d'une communication directe et de l'influence de l'éducation. Freud, ancêtre des psychanalystes, leur aurait-il transmis de surcroît les traces de cet héritage archaïque, parmi d'autres héritages, liés à la foule des identifications qui vous ont été proposées ce soir? Pour terminer, pour ne pas prendre trop de temps, étant donné que c'est moi qui suis la dernière des intervenantes, je me laisserai aller à une fantaisie de pensée, à un fantasme qui m'appartient, tout en prétendant l'attribuer spéculativement à Freud. Paraphrasant sa question dans L'homme, Moïse et la religion monothéiste, si Moïse était un Égyptien et non un Hébreu, je formulerai: et si Sigmund Freud n'avait pas été un Juif?
Et je laisserai le dernier mot à Freud lui-même, dans la préface à l'homme Moïse. Enlever à un peuple l'homme qu'il honore comme le plus grand de ses fils n'est pas une chose qu'on entreprend d'un cœur léger, surtout quand on appartient soi-même à ce peuple. Je vous remercie de m'avoir écouté et je livre cette proposition à votre sagacité. Merci. Bon, d'abord, ce que j'aime beaucoup quand Freud parle du nébriste, c'est qu'en fait, il allait taper le carton avec ses copains. Oui, pas seulement. Oui, mais aussi. Je veux dire, et tous les 15 jours, c'est quand même beaucoup. Quand on regarde son agenda, c'est impressionnant. C'est les mêmes? Et oui, c'est les mêmes, Oui. évidemment. Et donc, il allait retrouver ses copains et oui, j'allais jouer aux cartes avec eux. Et pourquoi ils jouaient justement au tarot, tu sais? Ah ben non, pas du tout. Je n'ai jamais élucidé cette question. Non, la question que je voulais te poser, au fond, elle est de deux sortes. C'est, quand tu dis qu'il a été extrêmement tolérant, très patient, etc., tu inclus Jung, quand même. Sa patience a eu une sérieuse limite en 1913, sur une question majeure, qui est la question des archétypes, Oui. avec un flair impressionnant quand on sait de quelle manière les archétypes jungiens ont été utilisés directement par les nazis, et en particulier la manière dont Jung a renchéri en quelque sorte avec ses textes, en particulier je pense au texte sur Wotan, qui est absolument vertigineux. Et là, en 1913, rien de tout ça n'est encore visible, et Freud dit les archétypes, pas question, mais pas question. Donc, de ce point de vue-là, sa tolérance, tu en fais quelqu'un qui, finalement, négocie avec Adler, etc. Mais avec Jung, il négocie rien du tout. Mais non, c'est en 1913 que tu dis. La discussion avec Jung commence, la correspondance commence, je crois, en 1906-1907. Jung sort plein de trucs absolument aberrants. Absolument. Et Freud tout à fait dit, d'accord. exactement comme avec Adler, il dit oui, c'est très intéressant. Alors, quand même, tout de suite, il y a un truc qui met Freud mal à l'aise, c'est que Jung lui dit je comprends vraiment pas ce que vous appelez libido. Oui, absolument. Alors, Freud dit mais je croyais avoir écrit un livre là-dessus, vous devriez le lire, 3 essais sur la sexualité. En réalité, ce qui se produit à ce moment-là, c'est que Jung, d'une part, a un transfert homosexuel sur Freud qui le gêne beaucoup, et qu'en plus, il est en train de séduire une de ses patientes. Et que donc la libido, il n'a vraiment pas envie de savoir ce que c'est. Mais ça c'est un point de vue psychanalyste. Mais ce qui arrive en tout cas, c'est que Freud, quand Jung sort, je ne comprends pas ce que vous appelez libido, et en réalité, il a déjà la théorie des archétypes en tête. Freud ne s'énerve pas, lui dit si, je vais vous dire, et puis il poursuit le dialogue. Et ça, il faut un temps fou pour que Freud finisse par dire qu'il n'est vraiment pas du tout d'accord avec Jung, en effet, en 1913. Moi, j'étais stupéfait par la patience de Freud. J'aurais jamais supporté ça à sa place. Ça, c'est une autre affaire. Oui. C'est une autre question, ce que tu aurais supporté ou pas. Oui. Je pense que cette patience, quand on lit la correspondance, ça commence à chauffer à partir de... Ça chauffe très très vite. Je veux dire, 1910, quand Jung commence à dire qu'il ne comprend pas bien pourquoi le complexe d'Oedipe, c'est tellement important, puisque de toute façon, quand le fils est grand, la mère est vieille et qu'elle est plus désirable, il fait des descriptions absolument comiques. C'est extraordinaire. Bon, voilà. On est en 1910. Mais Freud fait des lapsus. Il parle de Steckel, il dit j'ai envie de le flanquer une fessée. Il fait un lapsus, il dit j'ai envie de vous flanquer une fessée. Ah, j'ai fait un lapsus, écrit-il, c'est drôle, n'est-ce pas? Et Jung répond c'est pas drôle du tout. Mais Freud avait de grands... estimait et a aimé Jung. Oui. On ne peut pas le nier. Ça, on ne peut pas le nier à partir de notre lecture. question. Non, au départ, il y a un transfert idéalisant des deux côtés. Mutuel, Mutuel. absolument. Et Freud va mettre un temps fou à se rendre compte que Jung a de sérieuses difficultés.
Je ne pense pas que ce soit c'est au centre de la question de la judéité. Je ne pense pas, juste autant je pense que du côté de Jung, il y a un transfert idéalisant, mais je pense que Freud, là, mène une politique. Véritablement, c'est une politique par rapport au devenir de l'association internationale. Il est extrêmement inquiet. En plus, enfin, c'est dans cette période d'avant-guerre, enfin, qui est quand même tout à fait terrible. Et tout ça fait suite à l'affaire Dreyfus. Enfin, il y a énormément de choses dans le contexte historique. Il a une vraie politique. Il se dit... D'ailleurs, il écrit à Abraham qui brame comme c'est pas possible. Il dit non, il n'y en a qu'un seul qui peut faire office. C'est Jung. Vous l'aimez pas, tant pis. Oui, mais donc c'est pas un transfert idéalisant. Non, mais politique sans affect de la part de Freud, c'est un peu paradoxal. Et en même temps, il défend Jung dans l'affaire de sa patiente. Il est extrêmement rejetant de cette patiente qui lui a écrit et qui est venue le voir pour se plaindre, pour se plaindre de Jung et de la séduction qu'il a exercée, même de la transgression, et il la repousse. Mais pour en revenir à ce que tu dis, Laurence, tu as tout à fait raison. Il est parfaitement conscient de l'importance politique que ça a pour la psychanalyse, qu'elle soit reconnue par la clinique universitaire de Zurich. C'est la première université allemande de renommée internationale qui reconnaît la psychanalyse. Il n'y a pas seulement Jung, il y a Bleuler derrière. Et c'est d'une importance énorme parce qu'à partir de là, en effet, dans le monde entier, la psychanalyse va être prise très au sérieux. C'est pour ça qu'on va avoir un congrès sur la psychanalyse dans un congrès de langue française en 1913. Et c'est pour ça que les Américains vont commencer à s'intéresser aussi à la psychanalyse. Donc tu as tout à fait raison. Mais ça n'empêche pas que par ailleurs, Freud est réellement extrêmement épris de Jung au début. Il dit, vous êtes en 1906, oui. Vous êtes Josué, moi je suis Moïse. C'est ça. Je mourrai avant d'atteindre la terre promise. Enfin, il y a des déclarations d'amour tout à fait frappantes. Bibliques, mais enfin, si tu veux, je crois qu'il y a vraiment les deux choses sont présentes, et en effet, ça va l'empêcher très longtemps de. Enfin, ça ne va pas l'empêcher, je crois, Alors, il a cette attitude d'esprit par rapport aux idées de Jung, c'est que visiblement, il n'est pas du tout convaincu par ses idées, mais il a envie d'écouter, de voir ce que ça donne en même temps. Et puis, il se rend compte aussi qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond du tout, et puis aussi, il se rend compte très bien de l'antisémitisme de Jung. C'est difficile de l'ignorer. C'est pas complètement évident. Pas au début, non. Mais en tout cas, il s'en rend compte et ça commence. On voit cette relation se transformer. Mais je trouve que c'est vraiment une histoire qui. On pourrait faire une pièce de théâtre. Quoi. Oui, enfin, quand même, dans l'Homme au loup, qui est la cure de l'Homme au loup, bon, il le rédige en 17, mais la cure a eu lieu avant 14. Je veux dire, il déconstruit point par point, en réalité, la théorisation de Jung. Je veux dire, la séduction théorique exercée par Jung est extrêmement relative. Non, la séduction théorique est quasiment nulle. Il est pas. Comment te dire, il a cette attitude ouverte qui est de se dire ce type déconne complètement, mais c'est quand même intéressant. Essayons de voir ce qu'on peut en tirer. Et il le suit sur son terrain. Il va faire des expériences. Enfin, il cherche dans les auteurs pour voir si ça se confirme. Ce qui me frappe, moi, c'est qu'il met beaucoup de temps avant de dire, en effet, ça ne va pas du tout. Mais au fond, quel est l'enjeu dans votre opposition ? Pour moi, c'est très important parce que, vous pouvez au fond, la référence de Gilbert, c'est la position de Freud par rapport à la pulsion de mort. Et au fond, cette espèce d'intrépidité freudienne, intrépidité théorique de Freud, qui dit, voilà, la pulsion de mort, je ne sais pas si c'est vrai ou non, oui. Mais on va lâcher le pathos de la vérité complètement, intégralement, on s'en moque, et on avance avec, au fond, la dimension heuristique du concept. Et on va essayer d'aller le plus loin possible. Or, je pense que quand il a affaire
à Adler ou à Jung, on n'est pas du tout dans ce registre de spéculation théorique. Il fait avec. Il y a des lettres où il est extrêmement critique. Il est, comment dire, c'est une espèce d'humour terrible. Il y a des parties de la correspondance qui sont... quand il répond à Adler, par exemple, bien évidemment que la libido n'est pas réelle, puisque Adler, il voudrait que la libido soit comme cette table. Alors évidemment, ils ont des difficultés. C'est simplement ça que je veux dire, que c'est pas la même position inventive, heuristique, que par rapport à la pulsion de mort. Sa tolérance... par rapport à lui-même. Oui. Il a cette position heuristique sur la pulsion de mort parce qu'il suit sa propre idée. Oui, mais quand il va chercher chez les autres, c'est parce que ça l'intéresse. Il dit qu'il y a peut-être quelque chose à trouver et à inventer grâce à ça. Donc lui-même et les autres, là, c'est la même, comment dire, c'est la même enquête, en quelque sorte. Mais tu as l'impression qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord? Mais justement, je me demande sur quoi vous êtes d'accord et sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Mais vous n'êtes pas d'accord sur l'affect. Sur la tolérance. Pas le micro. Sur la question de la tolérance. Je crois qu'on a demandé. Merci beaucoup. On voit que vous êtes prêts pour une nuit de la psychanalyse. Donc, on va peut-être réfléchir dans la prochaine programmation. Mais merci infiniment pour vos communications extrêmement intéressantes. Merci à vous trois. Merci à vous tous. La soirée touche à sa fin. Vous pouvez prolonger en achetant des livres à la librairie.